il y a des raisons déjà socioculturelles. Parce qu'encore une fois, s'il y a un tabou, c'est à cause des attentes qu'on a dans notre société autour du rôle de la femme, où déjà les femmes doivent toujours faire passer les besoins des autres avant les leurs, doivent toujours se sacrifier pour les autres. Donc, une fille aura toujours peur d'être une fille ingrate, d'être une mauvaise fille, et une mère aura toujours peur d'être une mauvaise mère. Donc ça, déjà, c'est pas évident pour créer un dialogue sain, parce qu'il y a une pression, en fait, autour du fait d'être une bonne fille et une bonne mère. En plus, on demande aux femmes de toujours préserver le statu quo, tu vois. Il faut garder le silence, sauver les apparences à tout prix. Donc forcément, c'est pas un bon terrain pour un dialogue sain entre mère et fille. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Derrière le titre provocateur de son livre « Et si c'était votre mère, le problème ?», Clémence Biel a voulu mettre en lumière une problématique encore taboue de notre société, les relations difficiles entre mère et fille. La filiation entre une mère et sa fille n'est pas toujours une filiation saine. Derrière ce lien peut se cacher beaucoup de comportements toxiques, manipulateurs et dévastateurs. Dans cet épisode, on s'interroge avec Clémence sur la pression que subissent les mères, la pression de la société qui les met parfois dans des postures toxiques. Parce que derrière ce lien tabou se cache aussi une structuration patriarcale qui conditionne les femmes à se détester. Alors, est-ce vraiment votre mère le problème ? Quel lien peut-elle avoir avec votre vie d'adulte aujourd'hui ? Quel type de relation entretenez-vous avec elle et comment vous aider à vous en libérer ? Ce sont toutes les questions qu'on se pose dans l'épisode. Et je vais vous dire, en tant que mère de 3 filles, cet épisode m'a vraiment inspirée à chérir ce lien privilégié que je veux garder et nourrir avec elles pour leur vie future. Je vous souhaite une très bonne écoute et merci à Clémence de nous avoir éclairés sur ce sujet. Salut Clémence. Salut Clémentine. Je suis ravie de te recevoir dans la matrescence. Ça fait un petit moment que j'avais envie de parler de ce sujet qui est encore un sujet difficile aujourd'hui, la relation entre mère et fille. Il y a beaucoup de tabous autour de ça, on va en parler. Mais moi, ma première question, c'est pourquoi est-ce que tu as voulu t'intéresser à cette relation spécifique entre les mères et leurs filles ? Écoute, moi, il y a un truc qui m'a toujours fascinée, c'est le pouvoir de l'inconscient. Et en fait, déjà assez jeune, tu vois, je trouvais ça incroyable de voir autant de personnes adultes complètement prisonnières de leur conditionnement, de leurs blessures d'enfance. Et comme, à titre personnel, moi, j'étais hyper déterminée à vivre ma meilleure vie, quand j'ai appris que 90% de nos décisions, de nos comportements sont inconscients, j'ai eu envie de creuser fort. Et donc, je me suis formée à la psychologie analytique, psychologie du développement. Je me suis formée aux techniques de reprogrammation mentale. Et plus je me suis formée, plus j'ai compris à quel point notre mère, elle est à l'origine de tout ce qu'il y a de plus inconscient chez nous. Et surtout quand on est une femme, parce qu'il y a cet effet miroir entre mère et fille. Et du coup, il y a cette identité féminine qui se transmet de mère en fille. Et souvent, c'est une identité féminine qui est blessée. Parce que, et ça, c'est l'autre enjeu qui me passionne dans la relation mère-fille, c'est qu'il s'agit d'une relation entre 2 femmes dans une société patriarcale. Donc, dans une société où être une femme, ça crée beaucoup de besoins inassouvis, d'émotions refoulées, de frustrations. Et bien souvent, tout ça, toutes ces blessures, ça vient se cristalliser dans la relation mère-fille. Et ça se transmet de génération en génération. Et donc, je trouvais que cet héritage, il méritait d'être compris et guéri parce qu'en fait, il limite énormément les femmes. Et c'est comme ça que Become Your Own Mama est né. J'ai d'abord créé le programme Become Your Own Mama qui aide les femmes à se déconditionner un peu de tous ces schémas limitants inconscients, hérités de leur maman.
J'ai créé le compte Instagram qui rassemble quand même 90 000 femmes qui se sentent concernées par tout ça. Et j'ai écrit le livre « Et c'était votre mère le problème » qui est sorti il y a 6 mois, qui est déjà un best-seller. Si regardez sur YouTube. Qui est déjà en train d'être traduit dans plusieurs langues. Donc ça, je trouve ça incroyable. Tu vois, il va être traduit en mandarin, il va être vendu en Chine. Et je me dis, c'est là qu'on voit à quel point le sujet, il est tabou, mais hyper universel et hyper nécessaire. Est-ce que tu as vraiment cette sensation que tout part de la mère? Parce que ça aussi, ça répond aussi à pas des croyances, mais en tout cas à un système patriarcal qui met beaucoup de pression sur les femmes, alors qu'on sait que les figures d'attachement ne sont pas que des mères. Ouais, ben ça c'est beaucoup la psychanalyse freudienne qui enfermait vraiment les femmes dans le rôle de mère et qui les soumettait à des attentes complètement irréalistes. Là, le livre, il se base surtout sur des études beaucoup plus récentes, tu vois, en psychologie du développement, en neurosciences affectives et sociales. Donc, c'est plus une approche pour libérer les mères que de justement les enfermer. Et effectivement, il y a plein d'autres influences. Il y a d'autres figures d'attachement et elles sont toutes aussi intéressantes. Moi, je pense que chaque relation parent-enfant, elle devrait être explorée, tu vois, de manière approfondie, parce que chacune est hyper spécifique. Mais la relation mère-fille, je trouve, en tout cas dans notre société, où c'est tellement dur d'avoir une identité féminine qui est épanouie, que je trouve quand même qu'elle est à l'origine de beaucoup, en tout cas, de schémas limitants. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment s'en libérer. C'est vrai qu'en lisant ton livre, je suis mère de 3 filles. Est-ce que c'est à quoi je corresponds? Mais c'est intéressant parce que je crois que notre génération, quand même, on se pose beaucoup de questions. On veut faire attention de ne pas répéter des schémas. Donc rien que le fait qu'on fasse ça fait qu'on a fait un pas en avant par rapport à la génération d'avant. Ouais. Mais c'est vrai que on le sent quand même en tant que mère qu'on a une sacrée responsabilité. Et moi, je me dis que je suis ultra heureuse d'avoir 3 filles, mais la société me renvoie en permanence. Bon, la relation mère-fille quand même, tu vois. Ouais, il y a toujours ce truc un peu insidieux de, tu vas voir, ça va pas vraiment bien se passer à l'adolescence. Et alors que je l'envisage pas du tout comme ça, au contraire, pour moi, tu vois que on puisse avoir une relation normale avec sa mère, ça me paraît logique. Mais la société, c'est pas ça qu'elle nous dit. Et paradoxalement, c'est ma deuxième question. C'est quand même hyper tabou de dénoncer une mère qui est toxique. Ouais. Et pourquoi? Waouh, il y a tellement de raisons. Je pense qu'il y a des raisons déjà socioculturelles, parce qu'encore une fois, s'il y a un tabou, c'est à cause des attentes qu'on a dans notre société autour du rôle de la femme, où déjà les femmes doivent toujours faire passer les besoins des autres avant les leurs, doivent toujours se sacrifier pour les autres. Donc une fille aura toujours peur d'être une fille ingrate, d'être une mauvaise fille, et une mère aura toujours peur d'être une mauvaise mère. Donc ça déjà, c'est pas évident pour créer un dialogue sain, parce qu'il y a une pression en fait autour du fait d'être une bonne fille et une bonne mère. En plus, on demande aux femmes de toujours préserver le statu quo, tu vois, il faut garder le silence, sauver les apparences à tout prix. Donc forcément, c'est pas un bon terrain pour un dialogue sain entre mère et fille. En plus, on est dans une société où on nous demande de pas être authentique, surtout quand on est une femme, il ne faut pas être en colère, encore moins contre sa mère. On diabolise aussi le conflit, alors qu'en fait, tu vois, des désaccords dans la relation mère-fille, c'est tout à fait normal, et ça montre que justement chacune est pleinement elle-même. Et le conflit, ça crée une relation plus authentique et plus honnête. Mais on diabolise ça, il faut tout de suite tout cacher parce que ça fait pas bonne impression dans le monde extérieur. Donc je pense qu'il y a vraiment tous ces conditionnements culturels et familiaux à refouler nos émotions et à passer les choses sous silence. Et puis après, il y a aussi des raisons plus psychologiques où justement cet effet miroir entre mère et fille, il est à la fois très beau et à la fois c'est un vrai défi, parce que je pense que la mère, elle voit toujours un peu un reflet d'elle-même dans sa fille, et donc ça va venir plus facilement réactiver ses propres blessures non résolues. Ça crée aussi des projections inconscientes. Il y a des mères qui font vraiment passer ce message à leur fille qui est: il n'y a aucune raison que tu t'épanouisses là où moi j'ai dû me limiter. Et comme on est dans une société qui demande aux femmes de se limiter, bah c'est sûr que le terrain il est pas bon pour que ce soit une relation épanouie. Enfin, on prédispose les femmes au conflit dans notre société, encore plus mère et fille. Et puis il y a aussi un processus d'individuation mère-fille qui est plus complexe que dans les autres relations parents-enfants, parce que pour construire son identité, la fille, elle doit à la fois
s'identifier à sa mère et s'en différencier. Donc, dans n'importe quelle relation, même hyper saine, c'est jamais évident. Enfin, c'est toujours un peu challengeant, quoi. Et puis, comme toute relation parent-enfant, je pense que c'est très insécurisant de la bousculer parce que tous les schémas qu'on hérite de notre maman, en fait, c'est ceux qui sont les plus profondément enracinés. Et ils sont imprégnés de l'amour inconditionnel d'un enfant pour sa mère, d'un certain sentiment de sécurité, d'appartenance au clan, à la famille. Et donc, les bousculer, c'est hyper insécurisant. Donc, tu vois, ça fait pas mal de couches, quoi, qui font que la relation est... Et tu le dis dans ton livre, c'est qu'il y a deux façons toxiques que la société tolère, on va dire, alors qu'il y a beaucoup plus, finalement, de couches derrière ça, dans le rôle d'une mère. Et encore, dans l'exemple que tu donnes, un des deux exemples, c'est la mère qui a des troubles psychologiques et qui va commettre l'infanticide. Ouais. Aujourd'hui, on commence un petit peu à comprendre les mécaniques de la santé mentale autour du postpartum et des gestes qui sont incompréhensibles aux yeux de la société. Et une mère qui tue son enfant, c'est vraiment quelque chose qui est innommable, mais dont on peut parler. Mais en fait, il y a tout le reste derrière. Il y a toute une couche de toxicité qu'on peut vivre au quotidien. C'est marrant ce que tu disais sur des mères qui disent moi, j'ai pas eu le droit à ça, donc pourquoi toi, t'aurais le droit? Tout de suite, j'ai des amis tu vois, qui viennent dans ma tête. Et c'est terrible de se dire que finalement, cette relation mère-fille, elle est vachement liée au patriarcat. Ouais. Oui, mais d'un côté, tout ce qu'on subit, toutes les valeurs patriarcales qui se retrouvent dans l'intimité de mère-fille et qui font qu'on va subir ces valeurs au sein de cette relation, c'est aussi, je pense, au sein de cette relation qu'on peut s'en libérer. Donc, il y a aussi plein d'opportunités à travers cette relation, en tant que mère, en tant que fille, en tant que femme, de se libérer et de transmettre un héritage complètement différent. Mais ce que tu disais sur les cas extrêmes dans notre société, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, on a une vision hyper manichéenne, quoi. C'est les bons contre les méchants, les filles ingrates contre les mères dévouées. Il n'y a pas de nuance, en fait. On simplifie les relations à outrance. Et ça, c'est aussi hyper malsain parce que du coup, c'est cette mentalité où il n'y a pas de place pour les émotions de chacune. Il y en a forcément une expérience émotionnelle qui est plus valable que l'autre. Et c'est tellement faux parce qu'en fait, on peut aimer profondément sa fille et la blesser quand même inconsciemment. Et comme c'est pas parce qu'une femme aime profondément sa mère qu'elle doit s'abstenir de guérir ses blessures d'enfance, mais on va forcément opposer ça dans notre société. Et on cherche pas de façon à comprendre l'émotion de chacune, on va plus chercher à prendre parti. Et c'est hyper dommage, c'est un manque de maturité émotionnelle énorme et qui est très pesant dans la relation. Alors, est-ce que tu peux nous décrire les 7 types de mères toxiques pour qu'on ait une idée claire des schémas dont on va parler après? Ouais. Alors, bien sûr, c'est une typologie visée pédagogique pour mieux comprendre. Alors, il y a la maman victime. Donc, c'est celle qui va se victimiser, surtout auprès de sa fille, pour attirer son attention, pour un peu pouvoir s'en servir comme d'un doudou émotionnel. Le message, c'est qu'est-ce que je ferais sans toi, pauvre de moi? J'ai besoin que tu sois là à mes côtés pour me soutenir émotionnellement. Et souvent, la fille joue du coup le rôle de la sauveuse dans cette relation et souvent dans toutes ses autres relations après. C'est une forme de narcissisme. En fait, on part souvent de la mère narcissique en imaginant la mère qui se regarde dans le miroir tout le temps et qui est jalouse de sa fille si elle prend trop de place. Mais en fait, la mère victime, elle est tellement centrée sur son mal-être que c'est une forme de narcissisme aussi, plus déguisée. Ensuite, on a la maman étouffante. Donc là, le message, c'est « tu es ma raison de vivre ». Elle pense qu'elle aime juste trop sa fille, mais du coup, elle l'envahit, il n'y a pas de limite saine entre les deux. Ça vient souvent d'une carence affective et en fait, du coup, elle s'accroche à son rôle de mère parce que c'est ce qui lui donne un sentiment d'identité et ce qui remplit le vide qui est en elle. Et là, la fille, elle confond amour et codépendance, en fait. C'est ça. Pareil, ça va se reproduire dans toutes ces relations. On a la maman qui a besoin d'être maternée. Donc, elle réclame inconsciemment l'amour maternel dont elle a elle-même été privée pendant sa propre enfance. Elle va le réclamer à sa fille. Donc pareil, c'est un peu qu'est-ce que je ferais sans toi, j'ai besoin de toi. La fille, du coup, se sent responsable des émotions de sa mère et du bien-être de sa mère. On a la maman contrôlante. Donc elle se retrouve dans beaucoup d'autres profils. C'est, je pense, le profil le plus connu dont on me parle le plus souvent. Elle prive sa fille de sa propre voix, en fait, parce qu'elle est convaincue qu'elle sait mieux que sa fille ce que cette dernière ressent, ce dont elle a besoin, même qui elle est. Et du coup, la fille intériorise la voix critique de sa mère.
Elle a aucune confiance en son propre jugement. Et ça aussi, dans tous les aspects de sa vie, c'est hyper dommageable. On a la mère narcissique, donc un peu le narcissisme auquel on s'attend, qui va utiliser ses enfants pour donner une image d'elle-même où elle se sent supérieure aux autres. C'est souvent une maman qui va pas hésiter à avoir l'enfant chouchou et l'enfant bouc émissaire et à faire un peu de la compétition entre frères et sœurs, faire du favoritisme pour que vraiment celui qui renvoie la meilleure image d'elle-même, qui lui attire les louanges en fait du reste du monde, soit mis en avant, et puis il y a le bouc émissaire de l'autre côté. Et là, la conséquence pour la fille, c'est que souvent, ça va être quelqu'un qui est tout le temps en quête de validation extérieure. Ensuite, on a la maman indifférente, qui est insensible aux besoins émotionnels de sa fille. En fait, la proximité émotionnelle ou physique, ça la met mal à l'aise. Et comme elle a toujours appris à refouler ses propres émotions, elle a du mal à accueillir les émotions de sa fille, et la fille, elle apprend juste à être transparente. Et puis, on a la maman imprévisible, qui souvent a grandi dans un environnement assez incertain, et juste elle reproduit ça, et en fait, elle peut passer de la maman attentionnée, complice, à la maman genre impitoyable et cinglante, vraiment en un claquement de doigts. Ce qui va créer une atmosphère assez instable à la maison, assez anxiogène. Et la fille, du coup, elle est tout le temps sur le qui-vive. Et elle a vraiment un sentiment d'insécurité dans ses relations, parce qu'elle a appris que les relations, elles sont précaires, voire menaçantes. Voilà, je crois que je t'ai fait le tour des 7. Ouais. Est-ce que la maman absente, elle rentre dans des archétypes comme ça, tu vois? Est-ce que c'est encore hyper tabou dans nos sociétés de dire qu'une mère est absente ou qu'elle ne s'est pas occupée de ses enfants, mais elle existe? Ça a des conséquences similaires ou c'est autre chose, tu vois? Ouais, pour moi, ça s'apparente à la maman qui est indifférente, en fait. Qui n'arrive pas à créer une intimité relationnelle, en général, avec qui que ce soit, d'ailleurs. Donc oui, ça peut rentrer dans cette catégorie. Ouais. Ok. Et pour celles qui grandissent sans maman, parce qu'il y en a, évidemment, est-ce qu'elles peuvent s'identifier à un des profils dont tu parles, ou parce qu'il n'y a pas eu de maman, on sait, tu vois, fabriquer une image de maman idéale aussi? Ça dépend vraiment de chaque relation, parce que, en fait, l'âge souvent qui est très déterminant, c'est de 0 à 6 ans, parce que c'est là où tu construis 90% de ton cerveau, même si évidemment il y a la neuroplasticité, heureusement, et donc notre cerveau continue de s'adapter tout au long de notre vie. Mais l'empreinte maternelle, c'est beaucoup de 0 à 6 ans. Donc si tu as eu quand même été avec ta maman à cette époque-là, tu vas quand même être impacté par des comportements peut-être contrôlants, victimes ou autres. Après, quand la maman est complètement absente, souvent, tu as besoin de t'identifier à d'autres modèles, rôle modèles féminins. Mais il reste quand même un impact, un sentiment de vide en général assez fort. Est-ce que ça existe une relation saine avec sa maman? C'est pas le but de ton livre, on est bien d'accord. Mais... Ouais, parce qu'en fait, finalement, je pense qu'une relation saine, pour moi, le truc qui fait que peu importe ce qui se passe, ça va bien se passer, c'est de pouvoir communiquer, en fait. C'est de toujours... que ton enfant ait toujours sa propre voix et que ta fille ait jamais peur de venir te parler. En fait, ça, c'est la clé. Et parfois, on se dit, ah oui, c'est vrai que si on est trop strict ou qu'on est trop exigeante, notre enfant va avoir peur de venir nous parler. Mais ça peut être aussi quand on a une maman qui est fragile ou qui est immature émotionnellement ou qui est victime ou qui a besoin d'être maternée. En fait, on se donne pas, du coup, le droit de venir et de parler de nos émotions, de nos besoins, de nos limites à notre maman, parce que on a le sentiment que c'est à nous de la protéger. Et donc là aussi, on a peur finalement de venir lui parler. De toute façon, c'est l'indicateur numéro 1 du bonheur des enfants, c'est conditionné au fait que la maman aille bien. Ouais. Donc une mère qui va bien fait que les enfants derrière ont en tout cas beaucoup plus de chances dans la vie d'être stables et sécurisés. Ouais. Ça demande beaucoup de travail de la société pour sécuriser les mères d'ailleurs. Ouais. C'est pas qu'un travail individuel pour arriver à ça. Clairement. Oui, parce que c'est pas ce que tu dis. T'es pas en train non plus de pointer du doigt sur les mères. T'es plus en train d'essayer de montrer aux filles qu'elles peuvent se détacher de ça et qu'elles ont le droit et d'identifier ce qui se joue dans cette relation. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer que t'as un concept dont tu parles, c'est qu'on évolue dans une culture qui est toxique autour de cette relation-là. Déjà, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est et ensuite ce qu'on peut faire pour changer? Ce que c'est une culture toxique ? Ouais, dans laquelle on évolue. C'est un peu les choses déjà qu'on a
dont on a parlé quand on parle de pourquoi la relation elle est aussi compliquée et aussi taboue, c'est un manque de maturité émotionnelle. C'est cette vision manichéenne et binaire des relations. C'est cette culture de la domination, cette culture de la hiérarchie, où du coup, dans la relation parent-enfant, le parent doit être omniscient. On ne prépare pas du tout les parents à grandir en même temps que leur enfant, alors que c'est quand même, je pense, une des choses les plus importantes pour affronter un peu cette épreuve aussi de la maternité. Du coup, il y a cette notion de respect qui est complètement biaisée. On nous conditionne à respecter nos parents parce que dans une société patriarcale, pour que le système perdure, il faut sacraliser les symboles d'autorité. Et en fait, le respect, c'est vachement utilisé dans ce sens-là. Respecter les générations précédentes, c'est devenu en gros refouler ses émotions et passer les choses sous silence, alors que ça devrait être de parler avec honnêteté, avec authenticité, que chacun s'écoute. Donc rien à voir. Et puis il y a des techniques de manipulation, comme la culpabilisation, le côté « non mais regarde dans quel état tu mets ta mère ». Ça, vraiment, la culpabilisation, c'est le truc du patriarcat pour contrôler les femmes. Et c'est devenu, du coup, aussi le truc des mères pour contrôler les filles. Le sentiment de dette, aussi, après tout ce que j'ai fait pour toi. Ça, il y a vraiment cet accord tacite, en fait, dans notre société, où la mère doit se sacrifier pour la fille, et la fille doit rembourser sa dette éternellement, et jamais remettre en question sa mère ou la relation. Et ça, c'est vraiment un accord du patriarcat hyper pratique pour justement ne pas accorder au niveau de la société le soutien qui est nécessaire aux mères. Et vraiment, j'en parle dans le livre, en fait, ça souligne aussi l'importance de les soutenir davantage, parce qu'elles n'ont pas le vrai respect qu'elles méritent, elles n'ont pas les ressources financières, le soutien logistique, le soutien émotionnel, pour un rôle qui est aussi crucial, mais pour moi, c'est le rôle le plus crucial dans la société et pour le collectif. Et en fait, il y a vraiment ce côté où la société va glorifier les mères autant qu'elle va les abandonner à elles-mêmes. Et en fait, c'est juste pour les laisser dans ce rôle de mère dévouée, pour qu'elles restent dans ce sacrifice perpétuel. Et comme ça, on n'a pas besoin de leur offrir un vrai soutien concret. C'est vraiment intéressant parce que, tu vois, tout à l'heure, je te disais, est-ce qu'on ne met pas un peu trop de pression sur cette relation mère-fille ? Est-ce qu'on n'est pas en train de rendre responsables les mères parce que ça nous arrange bien, au final ? Et c'est ça que t'expliques. C'est que cette relation-là, elle peut devenir toxique, pas que due à la personnalité. Bien sûr, il y a des personnalités toxiques, on le dit bien, mais il y a aussi des effets pervers de l'environnement dans lequel on évolue. Des relations aussi que, je parle pour notre génération, par exemple, nos mères ont eu avec nos pères. Où elles n'avaient pas l'espace pour être qui elles avaient envie d'être. C'était acté, c'était comme ça. Elles allaient plus s'occuper du foyer. Il n'y avait pas une répartition égale des tâches à la maison. Donc en fait, elles étaient enfermées dans un rôle qu'elles n'avaient peut-être pas choisi d'ailleurs, et qui n'était pas... C'était pas envisageable, ce rôle, de le critiquer en plus à l'époque, et de demander du soutien et de parler santé mentale. Donc c'est pour ça que j'aime bien ton livre, parce que quand même, tu contextualises beaucoup. Et t'es pas du tout dans l'injonction à sabrer nos mères. T'es plus dans l'explication, la compréhension. Et c'est important parce que sinon, on jouerait aussi ce rôle du patriarcat. Complètement. De continuer d'appuyer sur le fait que c'est elle les responsables, alors que c'est plutôt la société et l'environnement. Ouais, c'est vrai que le titre du livre, tu vois, il est assez provocateur et accusateur. Il a vraiment... Je le relis, le livre. Et si c'était votre mère le problème ? Point d'interrogation. Il est dérangeant, ce titre. Mais d'un côté, c'est une bonne chose parce que pour faire ce travail par rapport à ta relation avec ta mère, il faut que tu sois prête à faire face à des émotions dérangeantes. Mais le titre, il a vraiment été choisi, pas pour accuser les mères, mais pour interpeller les filles qui ont toujours été conditionnées à croire que le problème vient d'elles, qui culpabilisent en fait de toutes les émotions contradictoires, inconfortables qu'elles ressentent vis-à-vis de leur mère, qui ont toujours refoulé leurs émotions parce qu'on leur a appris, qui portent la relation comme un fardeau et dont l'expérience émotionnelle a été minimisée par le reste de la société parce que une mère, on n'en a qu'une, ta mère a fait de son mieux, t'es trop sensible, t'exagères. Et donc, il s'adresse à toutes ces femmes qui ont peur d'être une mauvaise fille, qui ont peur de finir comme leur mère, et surtout qui, au final, sont prêtes à prendre leurs responsabilités pour briser le schéma familial. Donc il y a un aspect très personnel et très intime, un peu de développement personnel dans le livre, mais il y a aussi tout le contexte sociétal que j'essaie d'expliquer pour déjà rien que pour comprendre la relation en fait, mais aussi dans un but
de changer les choses, parce que je pense que les changements culturels, ils commencent par des transformations personnelles. La révolution, à mon sens, elle prend racine dans l'intimité de nos foyers, de nos relations. Et chaque nouvelle génération a une opportunité incroyable de faire les choses différemment, au niveau collectif et aussi au niveau individuel. Tu disais tout à l'heure qu'il y a un profil qui revient très souvent de mère toxique. C'est lequel ? La mère contrôlante. Ok, donc dans notre société, en tout cas ce que tu reçois au quotidien comme message, tu peux nous rappeler comment elle est, cette mère-là ? C'est une mère qui est convaincue de mieux savoir que sa fille, ses émotions, ses besoins, qui elle est. Et en fait, c'est souvent juste une mère qui est profondément anxieuse et qui a besoin de contrôler son environnement parce qu'elle a une très faible estime personnelle et elle a un sentiment de pouvoir personnel aussi qui est très faible. En fait, c'est souvent des cycles. C'est des femmes qui ont des blessures d'enfance non résolues. Ça a créé des besoins inassouvis. Et quand tu as des besoins inassouvis de l'enfance, en fait, tu as une petite fille intérieure qui est blessée, en colère, frustrée. Et en fait, dès que tu es déclenchée, elle prend les commandes de ta vie. Et comme la maman contrôlante, elle est tout le temps anxieuse, sa façon de s'apaiser, c'est de contrôler son environnement. Donc en général, le mari, le chien, les meubles, et la fille encore plus parce qu'il y a cet effet miroir. C'est quoi l'effet miroir qui se joue ? C'est juste parce qu'on est du même sexe et qu'on peut se voir dans notre enfant ? C'est vraiment cette proximité identitaire entre mère et fille qui fait qu'il y a un phénomène de projection. Chacune s'identifie à l'autre et du coup va être beaucoup plus sensible. C'est vraiment en fait la mère qui transmet les normes et les attentes de la société autour du rôle de la femme. Et la fille va construire son identité féminine et son identité tout court à travers les attitudes que sa mère va avoir envers ses filles, mais aussi envers elle-même et envers les autres femmes. La manière dont elle parle des autres femmes, la manière dont elle se traite, la manière dont elle prend soin de son image, de son corps, son rapport avec les hommes, avec la hiérarchie, etc. Ça a un impact inconscient énorme sur la fille. C'est vrai que moi, je me rendais pas compte, je pense, jusqu'à ce que je devienne mère, à quel point ma mère a toujours bien parlé des femmes. Tu vois ? Oh, quel cadeau. Ouais, toujours été hyper respectueuse, toujours... J'ai le souvenir d'une scène, maman si tu m'écoutes, quand j'avais 13 ans, on était avec d'autres femmes adultes et il y avait une jeune femme qui avait un string qui dépassait, peu importe. Et toutes les autres femmes qui étaient en train de la sabrer. Et ma mère qui dit, mais en fait, laissez-la, elle fait ce qu'elle veut. Et à ce jour, ça me marque de me dire, mais elle fait ce qu'elle veut, c'est vrai. Et ma mère n'a ni sexualisé, ni blâmé, ni, responsabilisé cette jeune femme qui fait ce qu'elle veut de son corps, en fait. Et c'est un mini-exemple, mais ça m'est resté profondément du respect que j'ai pour les femmes, en fait. Et je sais que ça vient de comment elle a parlé des autres femmes autour d'elle, dans mon adolescence surtout, je pense. Mais c'est un super exemple, parce que, en fait, souvent, dans le but d'intégrer leurs filles à la société et de les protéger, les mères, sans se rendre compte, elles vont habituer les filles à se soumettre finalement au système patriarcal parce que elles vont leur inculquer les comportements que notre société attend d'une femme, donc apparence, conformisme, discrétion, perfectionnisme, soumission, suradaptation aux autres. Les mères aussi souvent adoptent des comportements sexistes sans s'en rendre compte. Par exemple, elles vont beaucoup plus critiquer l'apparence de leur fille que de leur fils. Et encore une fois, c'est souvent pour les protéger des agressions, du regard, ou parce qu'elles savent qu'en fait, dans notre société, la réputation, être mince, être ceci, être bien présentée, etc., c'est ce qui va les intégrer. Mais du coup, la fille, elle s'habitue à ce que les autres se permettent de valider ou non son corps, son image, son apparence, quoi. Donc, ça a beaucoup, beaucoup d'impact sur la femme que tu deviens. Et c'est vrai que je me rends compte d'avoir 3 filles. Je fais, moi, super attention à comment je parle de mon corps. Comment je parle de qui je... Enfin, tu vois, à quoi je ressemble. Parce que je sais que c'est moi qu'elle regarde en priorité de comment on traite son corps. Et il y a une fois, une de mes filles qui m'a dit, mais maman, ça veut dire quoi être grosse ? J'étais horrifiée de me dire qu'elle avait entendu ce mot ailleurs, que tu vois. Mais bon, elles vont à l'école, donc c'est normal. Et c'est hyper dur, je trouve, parce que moi, j'ai une voix interne comme beaucoup de femmes qui se critiquent, qui est conditionnée pour dire c'est pas assez, tu vois, mon visage, je vieillis, tout ça. Et par contre, je fais vraiment ultra gaffe
à faire le tampon entre ce que je pense et ce que je vais dire à l'extérieur devant mes filles. C'est un cadeau que tu leur fais. Ouais, mais c'est pas fait. Non, mais je dis ça parce que je sais à quel point c'est pas facile et à quel point on a une pression, si on est mère de fille, de se dire, nous aussi, on sait qu'on a un impact. Peut-être que nos mères, elles se rendaient pas du tout compte de ça, d'ailleurs. Donc, elles pouvaient pas faire attention. Mais nous, aujourd'hui, on sait. Donc, tu vois, il y a un peu cette double peine de dire, OK, je sais, nous, je fais gaffe, mais c'est dur. Ouais. En fait, la meilleure solution, c'est de se déconditionner soi, en fait. Plus t'es déconditionné toi, et plus ça va te venir naturellement. Mais il y a une étude dont je parle dans le livre, où, en fait, les filles vont être beaucoup plus impactées. Leur image, leur rapport à leur corps va être plus impacté par toi, comment tu traites ton corps et comment tu en parles, que comment tu parles de leur corps et comment tu les traites, elles. Donc vraiment, ce côté, quand on est une femme bien dans ses baskets, ça a des super impacts sur nos filles, encore plus que dans le côté interaction. C'est vraiment prouvé. Donc, tu sais quoi, c'est pour encourager les mères qui, ici... elles ont un rapport à leur corps qui est difficile, qu'elles se font petites, elles vont toujours mettre un maillot une pièce parce qu'elles n'acceptent pas leur ventre. Peut-être de se dire, c'est pas pour moi que je fais, mais pour mes filles. Pour dire que c'est OK comme on a envie d'être et que ça va les impacter, elles, de manière positive. Ça peut être une motivation qu'on a cherchée en nous, qui nous dépasse et qui est positive pour elles. Ouais. Mais c'est dur. Franchement, ça, par contre, tu vois, sur le corps, je trouve d'être mère de petite fille, c'est un sacré... challenge. Parce que c'est vraiment quelque chose, je le vois, hein, et tu vois, dans mon entourage familial, même ma mère qui, je pense, est assez ouverte sur le sexisme et qui fait très attention, c'est une 68 ans, je lui dis souvent, la première chose qu'elle dit quand elle voit mes filles, c'est qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es bien habillée. Ouais. Et tu dis, non, essaie de lui dire, t'es courageuse. Ouais, mais c'est dur, mais même moi, hein, je vais facilement aller sur le physique. Et c'est pas facile, je trouve, en tant que femme qui a conscience que c'est pas OK, de se déconditionner ça. Ouais, mais c'est aussi ce qui est génial dans la relation parent-enfant, c'est que tu as une telle proximité que si tu fais une gaffe un jour, il faut, c'est la répétition. De toute façon, les enfants, c'est la répétition. L'inconscient, il se forme à travers la répétition. Donc, faut pas se foutre des pressions. De toute façon, on aura tous des comportements toxiques dans toutes nos relations, envers nous-mêmes, envers les autres. C'est la nature humaine et il faut juste... essayer d'en être conscient et pas trop les répéter. C'est clair. Alors, ce livre, il est fait avec un état des lieux, après la prise de conscience et les actions. Tu dis qu'il y a plusieurs choses qui empêchent les filles, dans leur relation mère-fille, de s'émanciper. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça ressemble ? Parce que des fois, on ne sait même pas on s'empêche de choses. Ouais, déjà, il y a cet instinct de survie. En fait, peu importe notre âge, on a tous la trace du bébé qu'on a été et qui était complètement dépendant de sa mère pour survivre. Donc notre cerveau, il est câblé pour chercher l'approbation de notre mère. On va beaucoup plus avoir tendance à justifier les comportements de notre mère, les normaliser et s'y adapter, plutôt que de les remettre en question parce qu'il y a ce besoin d'approbation. Donc ça, c'est hyper fort. Ensuite, il y a tous les conditionnements culturels dont on a parlé. Ce besoin d'appartenance, en plus, on est dans une société où le lien social est de plus en plus faible. Donc, on a besoin d'appartenir au clan. Enfin, c'est vraiment notre sentiment de sécurité. Et même avec une mère qui nous a créé un attachement insécurisant, ça représente quand même la sécurité parce que c'est ce qui est familier, c'est un mode de fonctionnement qu'on connaît par cœur. Donc, se détacher de tout ça et remettre en question tout ça, c'est hyper insécurisant. Et donc, il y a toutes ces raisons psychologiques et culturelles qui font qu'on a beaucoup de mal à s'émanciper des attentes de notre mère et de ses schémas. Rompre le lien, c'est une des choses les plus difficiles qu'un être humain puisse faire. Ah ouais. Ouais, et souvent, on me dit, mais j'ai pas envie de couper les ponts avec ma mère. Et je dis, mais c'est pas du tout l'objet du livre. Le livre, dans les méthodes, les exercices que je propose, il y a quelque chose qui est nécessaire, c'est de bouleverser le statu quo en général, quand tu es dans une dynamique toxique en tout cas. Et donc ça veut dire sortir du rôle de la gentille fille et poser des limites. Ça, c'est clair que ça peut créer un peu de chaos. Dans certains cas, finalement, l'émancipation de la fille, ça crée un effet miroir. La mère, elle se donne du coup aussi de nouvelles permissions qu'elle s'était pas accordées. Ça permet de grandir ensemble. Et ça permet, en général, il y a quand même une période de conflit, parce que quand on est habitué à un statu quo, c'est normal, mais souvent, ça donne lieu après à une relation qui est plus authentique et plus honnête. Après, t'as des mamans qui sont trop enlisées dans leur schéma, qui vont continuer à pas respecter les limites de leur fille, et dans ce cas-là, t'en as qui coupent les ponts de manière définitive ou temporaire, ou en tout cas qui mettent des grosses distances. Mais c'est pas du tout l'objectif du livre, au contraire.
Est-ce que tu veux bien lire un des exercices que tu te donnes à faire Ouais. parce que vraiment ton livre il est assez interactif. Donc c'est le journaling 2. Ouais. Et tu dis grandir auprès de la mère et donc les émotions, toutes les émotions que ça génère. Tu veux que je fasse la liste des émotions ? Ouais, tu peux lire le but de l'exercice. Alors, journaling numéro 2, grandir auprès de ta mère. Dans le tableau ci-dessous, sélectionne les 5 mots qui décrivent le mieux ce que tu as ressenti dans ta relation avec ta mère. Si tu choisis des émotions qui semblent contradictoires, tristes et joyeuses par exemple, c'est normal. Au quotidien, ton expérience émotionnelle est faite de plein d'émotions différentes, encore plus pendant l'enfance. Et donc dans la liste des émotions, on a rejeté, rassuré, seule, comprise, incomprise, écoutée, honteuse, valorisée, abandonnée, authentique, triste, considérée, respectée, impuissante, guidée, culpabilisée, intimidée, réconfortée, apeurée, libre, soutenue, opprimée, protégée, anxieuse, vulnérable, apaisée, soumise, acceptée, encouragée, confuse, joyeuse, dévalorisée, exploitée, aimée, redevable, connectée, valorisée, étouffée, épanouie, limitée, contrôlée, inspirée, rabaissée ou choyée. Et ensuite, je demande quelles sont les 5 émotions que tu n'as pas sélectionnées et que tu aurais préféré ressentir. Ça, c'est puissant. Parce que c'est vrai que faire l'état des lieux, ça ouvre les yeux sur à quoi pouvait ressembler l'enfance. Parce que parfois, tu vois, moi, en faisant l'exercice, parfois, on a une vision qui est biaisée. Parce qu'on a les lunettes de ce genre-là, de je me sens pas bien ou ça va pas. Puis si tu réalises vraiment sur l'ensemble de ton enfance que les mots qui reviennent, Ouais. ça peut un peu changer par rapport à ce que tu as dit sur le jour même. Mais du coup, après, de faire l'exercice de dire mais qu'est-ce que moi j'aurais aimé ressentir en tant que petite fille, c'est puissant. Parce que c'est puissant aussi, je trouve, si on est mère soi-même. Ouais. Parce que du coup, ça donne aussi un peu, tu vois, une orientation de une intention, moi, je veux quoi pour mes filles, je veux ouais. quoi, ou mes enfants, qu'est-ce que je veux qu'ils ressentent au quotidien. Donc, je trouve ça très beau. Et c'est vrai qu'en lisant les émotions, j'en ai pas que des positifs, tu vois, à mettre sur mon enfance, mais je me dis, il y en a, ça a dû être sacrément difficile leur enfance. Si tu choisis 5 émotions qui sont, tu vois, je sais pas, opprimées, dévalorisées, étouffées, contrôlées, honteuse, ça fait beaucoup, quoi. Ouais. Pour arriver à se sortir des schémas limitants que tu peux avoir. Et puis en plus, c'est des émotions que tu as refoulées. Donc en général, tu te poses à 36 ans et tu notes ça et tu te dis « Ah ouais, je m'en rendais pas compte ». Et tu vois, le lien que tu fais par rapport au fait d'être mère, il est, je trouve, hyper intéressant. C'est ça aussi que j'adore dans ce travail. À peu près 60% des femmes qui font le programme Become Your Own Mama, ou même qui sont dans la communauté Instagram, c'est des jeunes mamans. Et j'ai énormément de jeunes mamans qui commencent à faire ce travail parce que, en fait, ta petite fille intérieure, elle est bousculée pendant la maternité. C'est le moment où tu as les blessures d'enfance qui remontent, où tu te rends compte des schémas que tu n'as pas envie de reproduire, que tu pensais pas du tout reproduire, mais que tu reproduis parce que c'est une période où tu es énormément déclenchée émotionnellement. T'es fatiguée déjà. Donc t'es pas toujours en train de prendre 3 respirations, de faire un exercice de journaling. T'as pas le temps surtout. Pour savoir comment. Ouais, voilà. Donc c'est hyper intéressant parce que finalement, c'est en prenant soin de ta petite fille intérieure que tu vas pouvoir plus prendre soin de ta petite fille. Et je trouve ça hyper joli. Mm-hmm. C'est clair. Non, mais c'est sûr que la matrescence, c'est ça. C'est ce changement d'identité qui vient tout bousculer. Du coup, tu te poses des questions que tu t'étais jamais posées avant. Ouais. Pour toi, mais aussi pour ton enfant, parce que tu sais aussi qu'il y a des choses que tu as envie de changer, mais parfois tu sais pas par où commencer. Peut-être commencer par la relation avec sa mère, c'est peut-être un bon premier pas. Est-ce que toi, ça t'a fait réfléchir à énormément de choses sur ton enfance, ou est-ce qu'avant de commencer ce travail, tu étais déjà au clair avec tout ça ? J'étais déjà bien au clair avec tout ça, parce que forcément, mon expérience personnelle, elle a influencé ma compréhension de ce sujet, je dirais. Après, j'avais déjà un regard très, un peu avec beaucoup de recul, parce que c'est pas seulement dans ma relation avec ma mère que ça a influencé mon approche, c'est aussi parce que j'ai grandi dans une famille qui a été recomposée à plusieurs reprises, donc avec plusieurs figures maternelles. Tu vois, j'ai vu de très près différentes dynamiques mère-fille, toutes hyper différentes, avec toujours de l'amour, et pourtant toutes hyper compliquées et parfois même destructrices. Et donc j'ai toujours trouvé cette relation hyper fascinante, mais de décrire le livre, ça vient toujours... il y a toujours des couches à enlever, à
aller explorer davantage. Donc ça m'a aussi permis de refaire un peu le point sur mes propres schémas hérités. Et de redevenir ta propre maman. Ouais, j'adore. En fait, le titre que tu donnes, enfin, en tout cas dans ton programme Become Your Own Mama, c'est du reparentage. Ouais. C'est d'arriver à se sécuriser soi-même avec sa figure adulte qu'on est nous et pas laisser notre petite fille intérieure venir s'exprimer trop fort et du coup devenir... En fait, je veux le dire pour les mères qui écoutent, c'est vrai que quand notre petite fille intérieure, et moi je l'ai souvent eu, elle est là, on devient une mère toxique. Parce qu'on n'est pas adulte, on n'est pas sécurisante pour nos enfants. Du coup, sans le vouloir, avec toutes les bonnes intentions qu'on veut, on peut facilement devenir une maman toxique. Tu vois, dans ce que tu décris, tu décris, si moi j'ai pas dormi pendant 3 jours d'affilée parce que X ou Y avec mes filles, je peux me retrouver dans quasiment les 7 profils toxiques. Pas de manière répétée, mais ponctuelle, parce que en fait, j'ai pas, moi, mes besoins vitaux ont pas été respectés. Si je suis en conflit avec mon mari, clairement, je peux être déclenchée. Donc, on a quand même plein de moments dans notre vie où on peut glisser sur la pente de la toxicité. Mais déjà, quand on a conscience, c'est pas pareil. Et si c'est pas régulier, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai qu'en lisant ton livre, j'étais ouais, mais ça peut être moi, des fois. ça peut mais ça, c'est complètement normal. Complètement normal. En fait, c'est vraiment reconnecter à sa petite fille intérieure pour comprendre ses besoins, ce dont elle a besoin, pour ensuite s'occuper d'elle comme une maman, répondre à ses besoins émotionnels. Parce que, en fait, refuser d'accepter qu'on a des besoins qui n'ont pas été satisfaits pendant notre enfance, franchement, c'est accepter qu'on va en faire porter le fardeau à nos enfants. À coup sûr, même si c'est inconscient, même si c'est involontaire, c'est inévitable. Parce que ces besoins non satisfaits, ils sont pas anodins, ils disparaissent pas, ils sont toujours là. Et si tes parents n'ont pas été capables d'y répondre et que toi, tu n'y réponds toujours pas maintenant que t'es adulte, tu vas inconsciemment demander, en général, soit à ton partenaire, soit à tes enfants, de répondre à ces besoins insatisfaits. Souvent, les anciennes générations, tu sais, moi, comme je suis sur Instagram, je me prends quand même pas mal de messages de haine parce que je touche à la maman. Et souvent, les anciennes générations nous traitent de génération d'occidentaux égoïstes et nous disent que faire ce travail de reconnaître nos blessures d'enfance, c'est irresponsable, c'est immature, c'est égoïste. Mais en fait, on sait maintenant, tu vois, scientifiquement, que nos blessures d'enfance, elles affectent notre vie d'adulte. On sait qu'elles nous empêchent d'être en bonne santé, elles nous empêchent d'aimer véritablement, d'être complètement nous-mêmes et d'apporter notre contribution au monde dans tous les domaines de notre vie. Donc en fait, ce qui est irresponsable et égoïste pour moi, c'est de faire l'autruche face à ces blessures d'enfance non résolues. Je pense vraiment que faire ce travail, c'est un acte d'amour de soi, mais aussi un acte d'amour pour les autres. C'est pour ça que je trouve ça incroyable. Souvent, quand nous, on bouge, comme tu disais, on fait bouger un peu toute la famille. Alors après, il y en a qui choisiront de ne pas bouger. Et accepter, c'est difficile. Et parfois, on embarque avec nous sur une pente positive. Donc, il faut aussi se dire ça, que c'est possible. Et puis ne pas s'arrêter au chaos que ça peut créer au premier abord. Tu vois, le programme Become Your Own Mama, ça fait 3 ans qu'il existe. Donc, je commence à avoir des retours de femmes qui l'ont fait il y a plusieurs années et qui me disent « Waouh, il y a eu 6 mois de chaos. » Et puis ensuite, je ne l'ai pas vu venir. Ma mère, elle s'est vachement, du coup, aussi remise en question, mais aussi remis en question ses propres schémas hérités. Et en fait, aujourd'hui, on a une super relation. Alors que au début, quand j'ai posé mes limites, quand tu dis oui toute ta vie et que d'un coup tu dis non, ça fait tout drôle, quoi. Et puis pour la mère, c'est vraiment les mamans qui utilisent inconsciemment leur fille comme doudou émotionnel ou comme psychologue, comme partenaire de vie. Quand elles ont plus ça pour combler le vide qu'il y a en elles, c'est hyper violent, tu vois. Ça vient complètement enlever leur sentiment de sécurité, d'identité. Enfin, il y en a beaucoup qui misent tout là-dessus. Donc c'est normal que ce soit chaotique, mais parfois il y a de belles surprises et finalement, en restant dans une position où on accepte que nos limites soient pas respectées, on cultive, en fait, parce qu'une relation toxique, à partir du moment où nous aussi on est adultes, ça se joue à 2. Donc tant qu'on cultive ça, cette dynamique, par exemple victime-sauveuse avec notre mère, on la prive finalement aussi de son propre cheminement personnel. Et on joue un rôle aussi là-dedans, qu'on accepte, inconsciemment ou non. On tire une des ficelles de la relation. Complètement. Parfois, c'est ça qui est dur aussi, c'est de lâcher. D'ailleurs, tu le dis, donc, pour commencer ce travail-là, une des premières choses que tu dis, c'est apprendre à dire non.
Et ça consiste en quoi, ce travail? Parce que ça paraît très facile, hein. Si je dis, vas-y, il faut juste dire non. Mais... Waouh. Moi, j'ai quand même des femmes qui sont terrorisées juste à l'idée de dire à leur mère, je ne vais plus venir tous les dimanches. Juste, genre, là, je vais prendre un dimanche pour moi. Et elles sont terrorisées juste à cette idée. Donc, tu vois, ça commence par ça, en fait. C'est tout simplement faire le point sur toutes les interactions, toutes les situations dans ta relation avec ta mère, mais aussi toutes tes autres relations, que tu n'as plus envie de subir, en fait. Où tu prends sur toi, mais c'est pas du tout un plaisir. Tu le fais parce que tu te sens redevable, parce que tu veux être une bonne fille, ou tu veux faire bonne impression selon le contexte. Mais en fait, t'es pas du tout obligé de le faire. Et donc, c'est commencer à poser des limites. Bah non, je vais pas venir tous les dimanches, ou à 15h, je suis rentrée chez moi. Et petit à petit, ça va devenir des limites de plus en plus importantes. Et c'est un travail qui est souvent nécessaire aussi quand le parent devient aussi le grand-parent. Et que tu vas devoir poser des limites aussi par rapport à tes enfants. Vaut mieux commencer petit par les repas du dimanche et petit à petit apprendre à poser des limites plus compliquées. Ouais, ça, si on y va tout de suite avec des intentions trop grandes, déjà on va se faire peur, on va pas aller au bout, on va pas tenir cette limite-là, et ça va créer trop de chaos. On en a le droit. Oui, bien sûr. Non, mais je le dis parce que on a le droit à toutes nos limites en tant qu'être humain. Mais je conseille d'y aller étape par étape. Mmh. Et après, tu dis apprendre à dire oui. Ah ouais. Pourquoi ? La meilleure partie. Parce qu'en fait, on est tellement... Finalement, quand on est dans une relation mère-fille, comme on a pu décrire, par exemple, contrôlante, on n'a pas été encouragé à développer notre propre identité, à connaître nos vrais centres d'intérêt, à explorer le monde, les expériences. On n'a pas aussi ce sentiment de sécurité intérieure qui fait qu'on se permet d'explorer plein de choses, alors que c'est normalement le truc de l'enfance. C'est cette période où on va explorer des facettes de la vie, de notre identité. Et donc, quand on n'a pas pu faire ce processus d'individuation de manière saine, et bah, l'idée, c'est de le faire maintenant à 30 ans, 60 ans, parce que j'ai plein de femmes de 60 ans qui font le programme aussi ou qui lisent le livre, et de commencer à se dire, OK, sans les rôles qu'on m'a demandé de jouer, sans les masques, sans les stratégies d'adaptation, bah, qui je suis, et commencer... Une fois qu'on a posé des limites, en fait, on récupère tellement d'énergie que c'est de l'énergie qu'on peut utiliser pour les choses qu'on aime, les gens qu'on aime, les relations nourrissantes, les expériences qui nous donnent confiance en nous, et plein de choses trop cool. C'est... Exactement. Comment tu fais dans une relation où c'est très conflictuel ou toxique ? Parce que on disait avant de commencer cet épisode, toi et moi, il y a des mères qui vont être toxiques sans avoir l'intention d'eux. Il y en a d'autres qui ont tout à fait conscience du jeu qu'elles jouent et de la difficulté dans laquelle elles mettent leur fille. Ouais. Et comment tu fais dans une relation où la mère a cette intention-là qui est assez nocive et qu'en plus elle est soutenue par le père, s'il est dans l'équation ? Parce que là, il y a un rapport de force qui est complexe. Ouais. Là, je pense que la première chose, ça va être de s'entourer au maximum de relations qui sont du coup beaucoup plus nourrissantes et qui nous apportent ce sentiment de sécurité et d'appartenance qu'on devrait avoir au sein de la famille. Parce que si on a une mère qui veut pas du tout se remettre en question et qui a des mauvaises intentions, et un père en plus qui en rajoute, souvent il faut quand même mettre une grosse distance. Et là, ce qui va être le plus compliqué, c'est le sentiment de solitude. Donc, essayer de s'entourer pour pallier à ça. Il y a des filles qui vont se sentir elles-mêmes ingrates, qui n'arrivent pas à se défaire de cette émotion-là, ce sentiment-là. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour s'enlever cette pression d'ingratitude qu'elles ressentent, qui est valable, hein ? Ouais, complètement. Faut accepter que la culpabilité, même si elle est là, il faut pas qu'elle dicte ta vie. Mais j'ai pas de recette pour te dire, ok, tu fais ça en 3 étapes et t'auras plus de culpabilité. Pour moi, la solution, c'est de sentir cette culpabilité te traverser, la saluer de la main et la laisser partir. Et quand même faire les choses. Te dire que c'est pas parce que tu te sens coupable que tu es coupable. Vraiment, la culpabilité, c'est une énorme... Enfin, c'est pas une émotion innée. C'est quelque chose qui est conditionné, qui vient de notre culture, des conditionnements culturels et familiaux, et qui a pour but de nous contrôler. Donc... elle est tellement ancrée en nous que c'est normal de la ressentir, mais il faut y aller quand même. Et comment tu fais quand tu es face à une mère qui est dans le déni le plus total et qui n'a aucune capacité ou envie, en tout cas, de se remettre en question et de bousculer les schémas qui sont en place ? Parce qu'elles ont intérêt. Si elles sont dans cette relation, c'est qu'elles y trouvent un intérêt, hein, c'est vrai. Ouais.
Bah là, tu poses tes limites quoi qu'il arrive. Mhm. Et puis, malheureusement, ça veut dire que tu n'auras peut-être pas de conversation ou de progression dans la relation comme tu aurais espéré. Mais il vaut mieux, de toute façon, quoi qu'il arrive, il vaut mieux ne pas avoir d'attentes. Parce que finalement, faire ce travail, c'est aussi se libérer des attentes inconscientes qu'on a vis-à-vis de notre maman. Parce que même les femmes qui sont en mode « Non, mais moi, avec ma mère, ça a toujours été compliqué, je veux surtout pas finir comme elle », on a tout en nous une petite fille qui cherche sa maman. Et finalement, c'est aussi libérer la relation de cette attente. Et il vaut mieux commencer ce travail de cette façon. Et c'est la belle surprise si ta mère, à un moment, elle se libère un peu de ses schémas et qu'elle se remet en question. Mhm. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que nous aussi, on tire une des ficelles. Donc, on a un rôle à jouer. On a le choix de dire je lâche. Ouais. Je lâche cette ficelle. Tu vois, là, on rentre dans une période de notre vie où peut-être on a déjà des enfants en bas âge, mais peut-être on va devenir aidant ou aidante des générations au-dessus de nous. Ouais. Comment tu fais là pour poser ta limite ? Si tu vois, t'es dans ce schéma-là et en même temps tu te dis ouais, mais là, ma mère, elle est juste plus en capacité ou mon père, peu importe qui c'est. Ouais. Tu vois, tu commences dans cet élan et en même temps, t'as quand même ton empathie ou ta gentillesse pour quelqu'un qui décline. Ouais. Bah là, c'est une toute nouvelle relation qui commence. Je pense qu'il faut vraiment se poser, même de manière régulière, se faire un petit point avec soi-même et se dire, OK, quelles sont les responsabilités que j'ai vis-à-vis de ma mère et que je veux assumer et comment est-ce que je veux les assumer. Parce que souvent, on ressent cette responsabilité émotionnelle de pas juste faire en sorte qu'un parent qui devient dépendant ait de bonnes conditions de vie, mais d'être de fournir ce truc émotionnel, enfin, d'être vraiment là où on n'a pas forcément besoin d'être tout le temps. Tu vois, maintenant, il y a quand même énormément d'aide de l'État au niveau logistique. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mhm. Mais souvent, les filles, elles se disent, non, mais c'est pas à une aide extérieure de venir, je sais pas, livrer des repas ou venir faire le ménage. C'est à moi, je suis la fille. Ça, c'est encore un conditionnement. Les hommes se posent pas autant de questions. Ils s'organisent, ils trouvent des ressources, des personnes qui vont aider, et point. C'est encore nos conditionnements, complètement. Nos schémas, ça, nos c'est incroyable. Ça m'hallucine. Ouais. Ah ouais. Ça m'hallucine à quel point on se met une pression en tant que femme pour s'occuper de nos parents vieillissants ou dépendants, alors qu'en fait, il y a plein d'outils pour les aider à vivre mieux, sans qu'on ait besoin de se sacrifier et de se foutre un fardeau émotionnel pas possible. Mais on se dit, non, mais si je me fous pas ce fardeau émotionnel, c'est que je suis pas vraiment là pour eux. Si juste je mets en place une organisation, c'est pas assez. Bah si, c'est assez. Et encore une fois, tes besoins passent avant. Il faut d'abord que tu fasses passer tes besoins en priorité, parce que si tu le fais pas, ça va avoir des dommages sur toutes les autres personnes que tu aimes dans ta vie. Tu vois, je pense qu'avant de devenir mère, je me rendais pas compte à quel point, en fait, ton enfant, il n'a pas choisi de venir sur Terre. Et que c'est pas sa responsabilité s'il est là, il ou elle. Et donc, toute cette emprise de certaines mères et pères, de dire tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dois. Nous, en fait, si on reprend la base, en tant qu'être humain, on te doit rien. On n'a pas activé un bouton pour en naître. Ouais. Vous avez choisi en tant que parent. Et c'est vrai qu'une fois, moi, en thérapie, on discutait d'une des problématiques que j'ai avec mes filles en thérapie de couple. Et la psy nous a dit, mais en fait, votre enfant, elle doit pas être la responsable du fait que vous n'arrivez pas à vivre comme vous avez envie, ou tu vois, enfin, des choix que vous faites vous. C'est pas il ou elle, vos enfants sont pas responsables de ça, c'est vous. Ouais. Et je pense qu'avant de devenir parent, on a du mal à voir ça, donc on s'emprisonne dans cette relation de c'est vrai, je leur dois tout. Et ça, c'est hyper difficile de sortir de ce schéma-là. Ouais, mais encore une fois, c'est un conditionnement, mais quand on demande aux enfants de rembourser leurs dettes, c'est en fait une façon de les contrôler, parce qu'on a un sentiment d'insécurité qui fait qu'on se dit pas une seule seconde que nos enfants, ils viendront nous voir peut-être juste parce qu'ils sont heureux de nous voir, qu'ils seront reconnaissants juste parce que c'est quelque chose de naturel. Mais en fait, le plus beau cadeau que tu peux faire à un enfant, c'est qu'il se sente jamais obligé de faire quoi que ce soit pour toi, et que ce soit une reconnaissance saine et pas un sentiment de dette. Et il y a plein de relations qui fonctionnent comme ça très bien sans ce sentiment de dette, et où les parents ont quand même des enfants qui les voient régulièrement, qui ont envie de s'occuper d'eux, en fait. Juste, ils se sentent pas forcés. Donc, ouais, c'est difficile de sortir de ça, mais c'est juste
hyper malsain. Et encore une fois, si tu rentres dans ce jeu de rembourser une dette parce que tu te sens redevable vis-à-vis de tes parents, tu feras porter ça à tes enfants aussi inconsciemment. C'est inévitable. Ouais, c'est une forme d'emprise en plus, quelque part. Complètement. J'avais une question. Est-ce que tu peux expliquer ce concept de parentification que peuvent ressentir fille ou garçon dans une relation, parce que c'est avec n'importe quel parent, mais dans ce duo mère-fille, ça correspond à quoi ? C'est quand les rôles sont inversés et que tu as le sentiment que c'est à toi de prendre soin de ta maman. Enfin, tu deviens la maman de ta maman. Et donc, parfois, il y a des cas très évidents où tu as une maman qui est pas indépendante financièrement et donc tu as l'enfant qui doit s'occuper vraiment du point de vue logistique, d'aider sa mère dans des domaines matériels. Mais tu as aussi des cas où c'est beaucoup plus subtil et insidieux, où tu as une maman qui fonctionne très bien pour le reste de la société, qui a un travail, une sécurité financière, qui répond à ses besoins matériels, mais qui demande à sa fille de répondre à ses besoins émotionnels. Et donc c'est quand là, la fille doit jouer le rôle du mari, de la psy, de la thérapeute. Et ça, c'est hyper fréquent, parce qu'il y a beaucoup de mères qui ont ce vide en elles et qui utilisent leur fille en fait pour le combler. Ce qui est encore plus une raison pour les mères de prendre soin d'elles, d'avoir une vie à l'extérieur, pour pas justement mais c'est le meilleur cadeau que tu puisses faire à toi-même et aux gens que t'aimes. Alors je dis juste, dans les premières semaines de vie de votre bébé, c'est ok d'être collé à lui et de pas vouloir avoir une vie en extérieur. Mais il y a un moment, quand les enfants grandissent, quand on retrouve un peu de souffle, c'est vital d'exister en dehors de nos enfants. D'être narcisé dans d'autres domaines de vie que le rôle de mère. C'est hyper important. Et de retrouver une partie de soi, en fait. De recoller des morceaux, justement, que la maternité a un peu fait éclater en 1000 morceaux. Et des fois, c'est pour le mieux. Moi, c'était pour le mieux. Mais c'est vrai que d'exister en tant que personne en dehors de nos enfances, ça leur montre aussi qu'on n'est pas là pour se sacrifier pour elles, en tout cas les filles. Et que maman a une vie en dehors d'être maman. Je pense que pour beaucoup de mères qui écoutent, vous avez ce sentiment où si vous quittez la maison, vos enfants, c'est Hiroshima, vous partez, ils sont en crise, papa il part, moi salut papa. Et c'est vrai que on a plus cette culpabilité-là de prendre soin de nous, alors que c'est vital en fait. Ouais, tu vois les expériences qu'il y a eu sur la théorie de l'attachement, qui sont maintenant assez connues. Les enfants qui ont un attachement sécurisant, donc hyper épanouissant, ils font une crise quand la maman s'en va. Et puis au bout d'une demi-heure, ça y est, ils se refocalisent sur leur environnement. Plus vite, d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux faire, comment je peux m'amuser, explorer mon environnement. Donc en fait, c'est complètement normal. Et sur le long terme, finalement, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est ce qui va vraiment, en fait, la meilleure façon pour un enfant de s'épanouir, c'est de à la fois avoir cet espace pour explorer de lui-même, être encouragé à explorer, et à la fois savoir qu'en cas de besoin, ils ont un point d'ancrage où ils peuvent revenir. Mais ils n'ont pas besoin que ce point d'ancrage soit là tout le temps à côté. Ils ont juste besoin de savoir qu'ils peuvent aller parcourir le monde, mais si demain il y a besoin, maman elle est là. Elle est disponible. La disponibilité émotionnelle qui fait qu'on doit être un peu mature émotionnellement. C'est mieux. J'ai une dernière question. Quel rôle peut avoir, si on est en couple et qu'on fait ce travail-là, notre conjoint ou notre conjointe, pour nous aider à se sécuriser ? Alors, je parle encore plus dans une relation hétérosexuelle, puisque pour un homme qui pourrait pas comprendre ce que c'est une relation mère-fille, est-ce que eux ils peuvent nous aider à nous sécuriser et à sortir de cette toxicité, ou c'est vraiment seul qu'on peut le faire ? Ah non, je pense que c'est hyper important. De toute façon, tous nos environnements, toutes nos relations, c'est ce qui va influencer notre état, notre bien-être. Donc c'est hyper important. Et je pense que tout simplement en faisant le point sur les besoins de chacun au sein de la famille, et comment l'un et l'autre, on peut faire en sorte que les besoins de chacun soient satisfaits. C'est, je pense, la base pour qu'ensuite la maman elle soit dans une situation où elle n'est pas complètement déclenchée émotionnellement. Mais ça peut aider qu'on ait un vrai soutien derrière. Ah ouais, mais c'est même pas du soutien, c'est tout autant. Enfin, oui. On a besoin de ça, de se sentir. On a besoin d'être une équipe, d'être à deux et que tout le projet familial entre guillemets, il se fait à deux complètement. C'est pas genre une aide
une petite aide en plus ou un petit soutien. Mais ça, malheureusement, je pense que ça va commencer à changer, là, j'espère. Mais tu vois, les femmes qui travaillent avec moi, qui font le programme, etc., souvent, le père, en fait, il a complètement fait l'autruche, quoi. Il minimise les dynamiques quand elles sont toxiques, il s'implique pas émotionnellement. Déjà, il y en a plein qui sont même pas là du tout. Et puis, il y en a qui sont juste pas là émotionnellement. Donc, j'espère que les pères vont être de plus en plus présents émotionnellement. Puis tu le dis aussi, quand on a entretenu une relation toxique avec sa mère, on va reproduire des schémas. Donc souvent, parfois, malheureusement, on ne choisit pas des partenaires à la hauteur de ce qu'on mérite parce qu'on a répété ce qu'on a vu à la maison. Ouais, c'est souvent le problème. On me demande souvent, est-ce que le père, il peut faire tampon ? Et je dis, c'est vrai que dans la majorité des cas, quand on a une maman qui est complètement immature émotionnellement, en général, elle n'a pas choisi un partenaire qui, comme par hasard, est super mature et a des super outils et des capacités émotionnelles qu'elle n'a pas. Souvent, c'est quand même à peu près le même niveau. Donc, dans un couple, c'est à peu près le même niveau de maturité émotionnelle. Et donc, je te disais, dans les témoignages que je reçois, c'est beaucoup de pères un peu absents émotionnellement. Donc, c'est encore plus difficile. Oui. Pour une maman qui fait ce travail-là, s'il n'y a pas le soutien derrière qui est adéquat et à la hauteur. Ouais. Ah non, c'est nécessaire. Là aussi, c'est poser des limites et vraiment définir ses besoins. Est-ce que tu as des très belles histoires à nous raconter qui se terminent bien ? Tu vois, pour... J'ai plein de belles histoires. Oui, j'imagine, mais tu vois, pour qu'on termine sur un truc où ça redonne un petit peu d'allant pour celles qui nous écoutent. Pour moi, les plus belles histoires, c'est souvent les jeunes mamans. Moi, j'ai des femmes, dès qu'elles tombent enceintes, il y a tout qui ressort, quoi. Vraiment une période hyper difficile, toute la grossesse, tout le postpartum, où tout ressort, elles font des cauchemars à répétition. Vraiment, c'est un moment hyper compliqué. Mais du coup, ça les a obligées à un petit peu se pencher sur la question et à faire ce travail par rapport à leur relation avec leur mère. Et souvent, il y a eu cette période un petit peu aussi chaotique quand elles ont posé des limites. Et puis, au bout de quelques temps, j'ai des femmes avec qui elles font un trio grand-mère, mère, fille, qui est super beau, qui est super... où chacune, en fait, se challenge. Et cet effet miroir, il est magnifique parce que ça guérit aussi nos mères une fois que les résistances sont tombées. Une fois que certains conditionnements sont tombés, ça guérit toutes les générations. Enfin, en fait, il suffit qu'il y ait une fille dans la lignée de femmes qui conscientise tout ça pour que ça guérisse toute la lignée. Donc, Et surtout, des fois, c'est vrai qu'on peut regarder nos grands-mères et se dire, ouais, bon, c'est vrai que déjà, il y a eu du mieux par rapport à ce que nos grands-mères ont transmis à nos mères et qu'on fait mieux à chaque génération. Ouais. C'est l'évolution. Ouais. C'est naturel, finalement. On n'a jamais été censé juste transmettre exactement ce qu'on nous a donné à nos enfants et reproduire exactement. On est censé choisir ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. On fait un tri dans le cerveau, normalement. Alors malheureusement, souvent il y en a, ils ont choisi une évolution à l'envers. Ouais. Mais nous, on essaye de les emmener avec nous pour aller un petit peu mieux et guérir le monde. Ouais. Parce que, comme on l'a dit, en tant que parents, on a une énorme influence quand même sur nos enfants. Donc si on peut guérir nos blessures de petites filles ou petits garçons, eh bien, nos enfants n'auront pas apporté ça et ce sera le meilleur cadeau. Le meilleur cadeau, ouais. Merci beaucoup, Clémence. Avec plaisir. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.